Voilà, merci beaucoup, À vous. Patrice Dumas. Je me présente, je m'appelle Philippe Lansac, je suis journaliste et directeur général adjoint du réseau des radios RCF en France. Et Jean Banatier m'a demandé d'animer ces débats de ce matin. On en parle depuis ce matin et depuis des mois, ces fameux EGA, les États généraux de l'alimentation, qui ont ouvert ce quinquennat de disruption dont vous parlez tout à l'heure. C'était au mois de juillet dernier. 5 mois de travail, 70 ateliers en France, 14 ateliers nationaux. Je lisais 150 000 personnes qui ont participé à la consultation publique. Et vous disiez, Monsieur Tête, à l'instant, bon, qu'est-ce qui va en ressortir? Voilà, qu'est-ce qui va ressortir? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Quelles conséquences de l'application des EGA en 2018? Celui qui va nous y répondre, ce n'est pas un agriculteur, mais il paraît que c'est un ami des agriculteurs. Il a suivi très très près ces EGA. Il est ami des agriculteurs, même s'il a fait un passage dans une centrale d'achat pour faire un doctorat chez un mastodonte de la grande distribution que je ne vais pas nommer. Il n'est pas agriculteur, mais il est spécialiste de la gestion. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne occidentale. Il a écrit une thèse de doctorat consacrée à la recomposition des processus de la chaîne de valeur. Et c'est cela dont nous allons parler ce matin pendant une table ronde. Je vous demande d'applaudir Monsieur Olivier Meuvel. Alors je vais juste me faire le responsable du temps et de l'horloge, Meuvel, parce qu'on a pris un peu de retard ce matin. Donc on va prendre une demi-heure pour vous écouter, et puis ensuite on va échanger avec nos invités. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Merci de m'accueillir ici. Et effectivement, d'aucuns ne retiennent pas forcément ma fonction d'enseignant-chercheur aujourd'hui et mes travaux sur le partage de la valeur ajoutée dans les filières alimentaires, mais plus mon passage au sein de la Scarmor, qui incontestablement est le laboratoire à Landerneau des idées du groupe Leclerc, et c'est sans doute aujourd'hui la plus terrible des centrales d'achat régionales. Et beaucoup d'idées fusent de là-bas, et on sera amené à revenir parce qu'évidemment, le groupe Leclerc est vent debout contre toute application aujourd'hui des EGA dans la forme actuelle. Alors, ce n'est pas un exercice facile que Jean m'a confié. Pas facile parce que aujourd'hui, quand on parle d'états généraux, il y a eu deux grands moments dans l'histoire de ce pays. En 1614, Louis XIII a appelé les premiers états généraux en France, sous la montée de la féodalité, des grands féodaux. Il s'en est bien sorti, Louis XIII, relativement à ses premiers états généraux, et il a fallu attendre 300 ans pour avoir finalement les seconds états généraux qui étaient liés aux difficultés de Louis XVI face aux tiers-états, au clergé et à la noblesse. Et malheureusement, ça n'a pas très bien fini pour Louis XVI. Et je souhaite au président Macron que ça finisse mieux pour lui, parce que effectivement, ces états généraux, pompeusement baptisés états généraux, parce que le mot états généraux, je passe beaucoup de temps aux États-Unis, dans des universités américaines, et les Américains sont très respectueux de la notion d'états généraux français. Et à Bruxelles, aux États-Unis, on me demande mais qu'est-ce qui va ressortir effectivement de ces états généraux, parce que c'est presque un mot sacré en France. Alors, il y a un devoir de réussir, je pense. Je pense que les députés de La République En Marche qui auditionnent aujourd'hui en commission d'affaires économiques essaient de bien faire les choses. Maintenant, relancer la création de valeur et assurer une équitable répartition, ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que ça fait longtemps que les prix sont injustes. Ça fait longtemps qu'il y a trop de souffrance à la base. Et les attentes des consommateurs aujourd'hui sont galopantes. Elles sont galopantes et on a effectivement la vision d'une alimentation très différente dans les années à venir. Alors évidemment, derrière ça, le premier constat, pas assez discuté selon moi au sein des États généraux de l'alimentation, à savoir qu'aujourd'hui, de manière catastrophique, ce qui revient à l'agriculture n'est plus suffisant. C'est plus suffisant parce que ici en amont, on se retrouve sous la dépendance d'un aval qui se taille la part du lion. Pour 100 € aujourd'hui de produits alimentaires vendus au détail, il y a d'abord la dîme à payer, une dîme terrible et qui est d'abord payée à celui-ci. Alors ici, on a les grandes surfaces alimentaires, mais pas que les Leclerc, vous avez aussi les Biocoop, les Naturalia, les Viclair, c'est-à-dire tout ce qui constitue aujourd'hui la vente en aval.
Et regardez, quand l'agriculture met un pied à terre, l'agroalimentaire tousse. Comment expliquer aujourd'hui que les industries agroalimentaires sont passées de 15,2 à 13%, ou 13 euros pour 100 euros d'achat du consommateur en l'espace de 15 ans? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont lutté, et c'est vrai qu'ils sont allés chercher, effectivement, à l'étranger, certaines consommations intermédiaires pour essayer de tenir le taux de marge. Et je vous rappelle que le taux de marge aujourd'hui des industries agroalimentaires est au plus bas depuis 1974. Le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée est aujourd'hui catastrophique. Par contre, on voit que les importations de produits alimentaires, c'est-à-dire le bas du linéaire de la GMS, n'ont fait que monter également. Donc, cette toute-puissance, elle est aujourd'hui réalisée au travers de cette absence de partage de la valeur ajoutée. Alors, des tendances de partout et une focalisation sur le prix. Une focalisation sur le prix et on parle de prix. Quand on entend certains aujourd'hui, effectivement, personne n'accepte de parler au consommateur. Un consommateur qui se pose des questions, jusqu'à quand verra-t-on une jeune femme mordre à plein dents dans un steak ou une entrecôte? Eh bien, il va falloir effectivement faire le ménage. Pourquoi? Ici, il y a une forme de radicalisation du consommateur. Sébastien Arsac, aujourd'hui, Brigitte Cottière, sont des consommateurs, une frange de consommateurs radicalisés. Et elle me disait dans un débat sur Europe 1 l'autre jour, à ma question, « Et madame, est-ce que vous acceptez d'assumer finalement que vous souhaitez la disparition pure et simple de l'élevage en France ?» Elle a fini par dire oui. Et donc, on a ici des gens qu'on appelle des antispécistes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imaginer l'élevage tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Alors effectivement, il ne constitue qu'une petite partie, mais à côté, vous avez aussi des milliardaires américains qui jouent à reconstruire de la protéine, finalement, de synthèse, et à donner l'apparence, ici, d'une viande de synthèse, en la faisant saigner, en étant capable, effectivement, d'avoir le jus que l'on connaît dans la texture de la viande bovine classique. Alors à côté de ça, vous avez d'autres démarches. Ce que le consommateur veut voir, effectivement, une agriculture onirique. Il y a ici la responsabilité des industriels. Quelle responsabilité? Écrasante. Ça fait 50 ans qu'on organise la mise en anonymat de ces produits. Ça fait 50 ans que, bout du compte, on a désincarné ces produits. Et ce que le consommateur aujourd'hui souhaite, c'est de retrouver, qu'on lui montre, qu'on lève l'anonymat sur ces produits. Charal, tendre de bœuf, qu'est-ce que ça veut dire? Absolument rien. On l'a coupé de sa base agricole. On l'a coupé de celui qui élève aujourd'hui l'animal. Donc évidemment, derrière ça, il y a des réactions. Il y a des réactions sur des démarches différentes où effectivement les éleveurs et des éleveurs se lèvent pour essayer de retrouver de la valeur ajoutée. Le cas là d'invitation à la ferme. Alors évidemment, dans cet environnement, une phrase qui en apparence met tout le monde d'accord, la phrase de la duplicité, la phrase des menteurs. Le prix le plus juste n'est pas le prix le plus bas, mais celui qui rémunère tous les maillons de la chaîne de valeur. Ah, c'est sûr, aux EGA, tout le monde était d'accord là-dessus. Tout le monde était d'accord là-dessus. Mais dans le cadre d'un marché de dupes. D'un marché de dupes parce que, évidemment, quand j'ai vu le projet de loi sortir, il a commencé par parler de la renversement de la construction du prix. Et beaucoup de mes collègues, notamment j'étais présent à l'université de Louvain en Belgique, et beaucoup de mes collègues universitaires belges m'ont dit vous allez redevenir et vous allez revenir au plan, c'est ce que vous voulez. Et là-dessus, j'aurais dit non, il y a des circonstances qui amènent ça dans mon pays. Mais pourquoi vous ne faites pas ce qui est nécessaire? Ça, c'est la question bruxelloise, la question des universitaires, tant anglais à la London School of Economics que finalement en Suède. Mais en France, pourquoi vous ne faites pas ce qui est nécessaire? Pourquoi vous ne réformez pas ce qui est nécessaire? Parce qu'on ne réforme pas ce qui est nécessaire, on aboutit à cette proposition qui apparaît comme un non-sens à l'ensemble de nos collègues. Comment vous allez empiler les coûts et en fait vous priver d'une adéquation par le marché? La réponse est oui. Oui. Pourquoi? Oui, parce que aujourd'hui, quand on pose la question à un consommateur, merci à Bruno Retailleau et à la région Pays de la Loire de prêter cette diapo,
lors de l'enquête qui a été menée sur les 15 principales filières alimentaires de la région, à la question « Où achetez-vous vos produits laitiers, lait, fromage, beurre, crème, yaourt ?» le plus souvent. Hypermarché, supermarché, Carrefour, Leclerc, 93,3%. On a là, et ce que j'ai expliqué au président Retailleau, vous avez là le taux de dépendance à la GMS de la filière laitière. Aucune autre filière n'est placée autant sur la dépendance aujourd'hui des GMS. Alors évidemment, regardez à côté le reste, parce qu'ils sont encore à certains endroits ici, mais finalement on aboutit à une situation qui est une situation de quasi non-droit. Pourquoi? Parce qu'on pressent que le rapport de force va être poussé jusqu'au bout. Je dis souvent à mes étudiants, un prix n'est que l'expression d'un rapport de force. Ce n'est pas autre chose. Dans d'autres systèmes, ça peut être l'expression d'un rapport de confiance, mais pas actuellement sur les marchés alimentaires. Alors la situation est simple, et c'est ce que je montrais aux députés il n'y a pas longtemps, en leur disant on ne peut pas s'extraire de ça. Et c'est ce que les États généraux de l'alimentation n'ont pas voulu voir. Discuter de cette situation. Cette situation qui amène aujourd'hui 4 super centrales d'achat qui possèdent plus de 30 000 points de vente et qui, en face d'eux, vont avoir ici de quoi à travailler, on va dire, à travailler avec qui? À travailler tout simplement avec des milliers de fournisseurs. Ces milliers de fournisseurs qui vont tous vouloir, entre eux, le 1er octobre de l'année N jusqu'au 1er mars de l'année N+1, vendre à tout prix à cela. Vous n'avez pas de système économique plus favorable. Dans ce système, ceux qui sont ici peuvent réaliser une marge à l'achat comme ils le veulent. J'ai besoin de tomates Savéol, il n'y a pas de problème. J'appelle Savéol, je ne suis pas d'accord sur le prix, j'appelle Solarène. Je ne suis pas d'accord sur le prix, j'appelle Prince de Bretagne et je joue au bon taux, mon ancien métier, avec les fournisseurs, sans qu'aucune loi ne m'empêche de pratiquer cela dans une violence absolue. Bien entendu, quand vous avez besoin de faire une marge à la vente, vous la faites ici comme vous voulez, parce que l'urbanisme commercial a dessiné des zones de chalandise aux petits oignons pour le distributeur, bien entendu. Cet ensemble-là, quand je montre ça à Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, en lui disant « Monsieur le professeur, que pensez-vous de cette situation, même si ce n'est pas votre domaine d'étude ?» Réponse, il n'existe pas de structure de marché plus défavorable pour ceux qui sont ici. Pourquoi n'avoir pas débattu de cela? Pourquoi avoir escamoté le débat sur ça aux États généraux de l'alimentation? Il y a un principe très simple, un Anglais, Bain, en 1958, qui, avec ses travaux sur la grande distribution britannique, a fait apparaître une chose très importante. C'est la structure de marché qui conditionne le comportement des firmes dans une filière et leur performance in fine. Alors, si certains organisent ici la violence commerciale, ils vont la disséminer. Et si certains refusent l'augmentation des plans tarifaires des coopératives, alors ils sont responsables de la violence commerciale. L'intelligence de M. Cressel et de Michel-Édouard Leclerc et de Serge Papin a été effectivement d'apparaître comme des bienfaiteurs. Ce qui est sidérant, et Olivier Alain m'en voudra pas, Olivier Alain qui est mon ami, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, y compris la conquête de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor, Olivier me dit, tu sais, Olivier, je me demande si Serge Papin n'est pas devenu un bienfaiteur. J'ai dit, mais comment tu peux dire ça ? Comment tu peux dire ça dans un environnement où aujourd'hui, voilà la situation et je vais t'expliquer pourquoi Serge Papin ce comportement. Regardons un peu. Depuis la promulgation de la loi du 4 août 2008, je vous propose ici 10 années d'évolution de part de marché des GMS. Et regardez ici ce qui se passe. Ici, il y a une baudruche en dégouflement rapide, le groupe Carrefour. Et ici, il y a un Empire State Building en formation. Vous devez penser que la LME a profité d'abord et avant tout au groupe Leclerc. Et que le second gagnant, un vainqueur mais 2 gagnants, c'est un groupe qui a le même ADN que le groupe Leclerc. Parce qu'en 1968, Jean-Pierre Leroc quitte le groupe Leclerc en amenant avec lui la moitié des adhérents de Leclerc de l'époque. Et aujourd'hui, les adhérents Intermarché n'ont qu'une envie, c'est en découdre avec les adhérents Leclerc, bien sûr.
En grande distribution, c'est simple. Si vous n'êtes pas très doué comme indépendant, vous serez associé U. Si vous êtes meilleur, vous êtes chez Inter. Et si vous êtes vraiment très bon, vous êtes un adhérent Leclerc. Je n'ai jamais vu un adhérent Leclerc aller chez Intermarché ni chez U. Alors, M. Papin est venu instrumentaliser l'atelier 5 en expliquant qu'il fallait changer des règles. On y reviendra tout à l'heure quand je vous présenterai, je dirais, finalement aujourd'hui la législation à venir sur le seuil de revente à perte. Mais vous voyez ici que les difficultés ici sont gigantesques. Et vous comprenez bien pourquoi certains se sont rapprochés. Parce qu'aujourd'hui, le fouet de celui-ci est terrible. Le fouet de Michel-Édouard Leclerc, c'est le fouet sur ses promos nationales, terrifiantes. Ses promos régionales, parce que le groupe est organisé en 16 centrales d'achat régionales. De l'autre, il a un comparateur de prix. Et effectivement, il y a des petits mensonges, des moyens mensonges, et puis il y a le comparateur de prix Leclerc. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a les drives Leclerc. Les drives Leclerc qui sont aujourd'hui le click and collect alimentaire et qui mènent la vie dure parce qu'ils sont des supermarchés qui ne disent pas leur nom et qui sont aujourd'hui en train de grignoter des parts de marché sur ceux qui souffrent. Et la situation de Serge Papin, aujourd'hui, elle est là. C'est aussi une centrale qui voit ses associés vendre à Auchan ou à Carrefour ou quitter pour gagner plutôt Intermarché ou Leclerc. Et donc, évidemment, on comprend pourquoi il a essayé d'obtenir, de par la loi, ce que le marché lui a refusé. Alors aujourd'hui, sur l'urbanisme commercial, j'espère que nos députés seront clairvoyants. J'espère que les amendements permettront de faire cesser ça. Il faut bien penser qu'on a une guerre des prix depuis 2008. Mais cette guerre des prix, elle est nourrie par quoi? Par une équation toute simple. Et l'équation, c'est que depuis la loi du 27 décembre 1973, dite loi Royer, c'est l'État qui attribue les mètres carrés commerciaux. Et Emmanuel Macron sait très bien, pour nous avoir confié un travail quand il était ministre des Finances, parce qu'il souhaitait en fait doter l'autorité de la concurrence d'un pouvoir d'injonction structurelle de cession des magasins dans le cas où une enseigne détenait plus de 50% dans une zone de chalandise, et il nous avait demandé de doter la DGCRF d'un outil. Et on avait travaillé à plusieurs universitaires depuis le 27 décembre 1973 pour aboutir à une conclusion simple. En France, la part de marché d'un distributeur est donnée par sa part de plancher. Vous comprenez donc l'appétence qu'ils ont à ouvrir des mètres carrés commerciaux, même si c'est une folie. Pourquoi c'est une folie? On est en guerre des prix. Donc finalement, leurs marges sont aussi touchées. Et mécaniquement, ils ajoutent des mètres carrés commerciaux, donc leurs charges fixes montent. Et donc, ils seront encore plus violents lors des négociations pour maintenir, bien sûr, leur train de vie. Alors, regardez, la LME a relancé la course au mètre carré dans tous les formats. Et évidemment, la LME est venue aussi limiter la croissance du hard discount, qui est à 50% en Allemagne, dans deux pays aussi semblables, finalement, aussi voisins. Pourquoi 50% de hard discount? Pourquoi 12% chez nous? Tout simplement parce que ce sont les bouffées promotionnelles des GMS aujourd'hui dans la nef centrale qui contiennent aujourd'hui le hard discount français. Et puis, il y a ici ce que les Américains appellent « the stairways to heaven », c'est-à-dire l'escalier vers les cieux. L'escalier vers les cieux, c'est ce drive qui est finalement la connexion du consommateur, et notamment des femmes des classes moyennes, au prolongement d'elles-mêmes, c'est-à-dire à leur portable. Et c'est vrai que le drive est une solution intermédiaire. On ira sur la livraison à domicile, dans certains cas. Mais le drive, aujourd'hui, c'est aussi 50% des parts de marché détenues par un seul groupe, le groupe Leclerc. Leclerc, 21% de parts de marché sur l'urbanisme commercial physique, mais 50% en drive. Ce qui explique aujourd'hui la toute-puissance, voire la façon dont, certaines fois, il répond aux propos du gouvernement. Alors, l'état est la suivante, c'est-à-dire qu'avant la discussion, on s'aperçoit qu'on a eu finalement 4 époques. Une époque où les industriels ont eu effectivement le pouvoir parce qu'on était une époque des flux poussés. Les industriels poussaient des flux vers le marché et ça fonctionnait. Ça fonctionnait, mais la fin du contrôle des prix en 1986, sous le gouvernement d'Édouard Balladur, va tout simplement lancer la montée en puissance des GMS. La loi du 1er juillet 1996, dite loi Galland, va, par l'intermédiaire des marges arrières, amener les GMS à encaisser
des sommes d'argent comme ils n'avaient jamais pensé. Dans la centrale d'achat dans laquelle j'étais, entre 1996 et 2008, les marges brutes du groupe Leclerc ont monté de 58%. Elles ont monté de 58% et les adhérents devaient faire face à un ruissellement de l'argent. Il fallait rendre l'argent par l'intermédiaire de la carte Leclerc. Et donc, effectivement, on a eu une loi très inflationniste. La loi Galland a été inflationniste dans des proportions incroyables. Et puis, il a fallu réglementer. Et le président Sarkozy, en 2007, s'est posé la question de savoir comment je faisais. Christine Lagarde a failli réussir. La LME, elle a des bons côtés. Mais ils ont oublié une chose. C'est que quand on redonne aux distributeurs la capacité à négocier le prix des industriels et des coopératives, alors il faut compenser. On ne pouvait pas leur redonner finalement cette capacité à négocier les prix sans compenser par quelque chose. Et par quoi il fallait compenser? Sans doute par redonner à la grande distribution française la chance d'être confrontée à la mondialisation. Parce que la loi Raffarin, les lois Royer, les lois Raffarin, confortées par la LME, même si on a remonté l'autorisation administrative d'ouverture à 1000 m², on a en fin de compte empêché les autres distributeurs mondiaux de venir contester à nos distributeurs nationaux des parts de marché. Ce faisant, même s'ils sont très contents de ça, parce que ça valorise leur patrimoine, on les affaiblit. Nos champions nationaux, les gardant entre eux, dans un aspect domestique, on les affaiblit. Et évidemment qu'à côté, la grande distribution internationale ne rêve que d'entrer pour en découdre. Alors, finalement, on a aujourd'hui des chaînes de valeur où l'agriculture est confrontée au vent mauvais de la mondialisation. Et à côté de ça, une grande distribution française préservée par un découpage aux petits oignons, une véritable barrière réglementaire à l'entrée que constituent finalement les lois Raffarin. Alors, dans cette ambiance-là, on comprend que la construction du prix par un renversement aujourd'hui de la perspective, à partir du produit agricole, va passer effectivement sous les fourches codines de députés relativement inquiets. Quel va être le coût aujourd'hui cible? J'apprenais ce matin que Normandie Littoral avait fait un calcul sur la limousine à 4,35. 4,35 pour la limousine en coût de production. Effectivement, quelle est la valeur de ce chiffre? Aussitôt, j'entends la Vendée dire « pour nous, c'est pas valable ». Comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire, sachant que les EGA ont, on va dire, pris l'initiative de vouloir également réglementer les promotions? C'est bien de vouloir réglementer les promotions, mais il faut y aller beaucoup plus carrément. Aujourd'hui, il y a une double guerre des prix dans ce pays. Il y a une première guerre des prix sur l'assortiment classique, ce qu'on appelle le fond de rayon, mais il y a une guerre des prix également sur les promos. Parce que les promos ont quelque chose de catastrophique. Les promos s'attaquent à ce qu'on appelle l'étiage du bas en grande distribution. Un consommateur, quand il voit par exemple un pot de crème Isigny, mettons, il a le prix en deçà duquel il n'ira pas pour les 250 grammes de crème. Mais il y a surtout le prix du bas, qui est tout simplement le prix en deçà duquel il va douter de la qualité du produit. Et ce que font les promos, c'est d'enfoncer tout simplement ce seuil. Et elles amènent le consommateur à considérer que plus bas tu peux venir parce que quelque part on te rassure sur la qualité. Je pense qu'aujourd'hui dans la filière bovine française notamment, il aurait fallu à titre expérimental proposer l'interdiction pure et simple des promos. Purement et simplement. Il faut aussi absolument empêcher la filière porcine de subir ces promos. Alors des fois, dans une filière comme la filière porcine, j'entends certains producteurs me disent « mais non, sans les promos, on est mort ». Au contraire, vous allez mourir avec les promos. Il faut des fois empêcher le syndrome de Stockholm chez certains producteurs. C'est-à-dire leur apprendre à débrancher la promo. C'est indispensable. Alors évidemment, derrière, limiter les promos à 25% du volume annuel, il ne changera rien. Parce qu'on va interdire effectivement le 1 acheté, 1 offert, mais autoriser le 2 acheté, 1 offert. Je pense qu'il aurait fallu être plus radical parce qu'aujourd'hui, certaines filières sont dans un état critique. Et dans cet état critique, par rapport à ce que monsieur le vice-président de la région a rappelé, effectivement, la logique du Mercosur, il va falloir protéger. Et protéger, c'est conserver. Alors, évidemment, en réaction à la montée de Michel-Édouard Leclerc, on a vu une première vague en 2014 de rapprochement.
si vous reprenez l'avis de l'autorité de la concurrence, très timide sur le sujet. À quoi sert une agence telle que l'autorité de la concurrence pour avoir un avis autorisant cela? 4 super centrales d'achat. 4 super centrales d'achat où on avait les mêmes promesses que ce qu'on entend actuellement sur le rapprochement Auchan, Casino et U. Nous nous intéressons qu'aux grandes marques. Oui, sauf que les grandes marques achètent aussi de la matière première et que la violence commerciale, elle vient par viralité finalement commerciale. Alors ici, Michel-Édouard Leclerc, ça ne l'a pas empêché de continuer à progresser. Ces accords de coopération ne l'ont pas desservi lui. Parce que quand vous êtes le patron de Nestlé, vous l'interrogez, vous lui dites « qu'est-ce que vous préférez ?» Et il vous dira « en fait, aujourd'hui, dans l'aval du canal, mieux vaut avoir 20% tout seul que 20% à deux. » Et on l'a bien vu, puisqu'il y a eu une première victime des EGA, c'est finalement l'accord de coopération à l'achat entre Auchan et Système U. Bien sûr. Et Intermarché Casino, pareil. Ça n'a pas résisté. Alors aujourd'hui, il nous propose ça, effectivement. L'alliance de la carpe et des lapins, comment penser ici, avec des hyper lourds, s'associer à quelqu'un qui est plutôt sur la proxy aujourd'hui, et ces systèmes, c'est tous les malades qui se rassemblent, ceux qui sont fouettés. Ceux qui sont fouettés, qui se rassemblent ici pour résister aux deux dragons. Et les deux dragons, il y a un de leurs magasins tous les 25 km. Les deux dragons sont dos au mur. Ils n'ont pas, eux, de velléité à l'export. Alors évidemment, ici, il y a le ventre mou et il y a le groupe Carrefour, dont on souhaite à Alexandre Bompard de réussir, mais le groupe Carrefour en très grande difficulté à l'international également, et notamment en Chine, où la croissance du groupe n'est pas au rendez-vous. Donc, en bilan, on se dit, pas évident sur les promotions, parce que je trouve qu'on ne va pas assez loin. Sur le renversement de la construction du prix, je pense que derrière, ça va être très compliqué. Et derrière, certains ont accepté cette logique qui vaut à ces personnes de penser que le seuil de revente à perte est, on va dire, l'alpha et l'oméga de la nouvelle loi. C'est une erreur terrible. Pourquoi ? Prenez les négociations commerciales de 2009, un an après la promulgation du 4 août 2008. Prenez toujours, par exemple, on va prendre Isigny, par exemple, et sa crème. Isigny accorde 100 au groupe Leclerc, accorde 103 à Carrefour et 107 à Système U, parce qu'évidemment, il discrimine. La loi l'autorise à discriminer, et le poids de Système U n'est pas celui du groupe Leclerc. Évidemment, Michel-Édouard Leclerc a bien compris. Ça fait longtemps qu'en France, il n'y a pas eu une guerre des prix. Ça fait longtemps que tout le monde se regarde en chien de faïence. Alors, puisque la LME a fait l'erreur de garder le dogme du SRP dans une loi qui s'annonce déflationniste. Le SRP a été créé pour une loi inflationniste. Une loi inflationniste qui était finalement la loi Galland. Mais là, on le garde dans une loi où on sait que le distributeur est redoté de la capacité à négocier les prix. Alors du coup, le groupe Leclerc va mettre tout le monde d'accord. Et il se met au SRP sur 1500 produits en 2010 pour tester le marché. Et on constate effectivement que Carrefour est plus cher de 3% sur Isigny et que Système U est dépositionné à plus 7%. Aussitôt, l'idée de créer un comparateur de prix est lancée. Il faut faire montrer ça aux Français. Il faut leur montrer aujourd'hui que Leclerc a bien négocié. Donc finalement, la loi se transforme en un piège terrible. C'est-à-dire que le SRP vient protéger le groupe Leclerc de toute velléité des autres de finalement s'arrimer au même prix. Pourquoi ? Il est interdit de dumper. Le seuil de revente à perte, c'est bien le prix facture moins les coûts logistiques. Résultat, vous êtes le plus violent en négociation commerciale. Vous pouvez être tranquille pendant un an, l'image prix est à vous. En 2011, qu'est-ce qui se passe ? Carrefour va cogner pour essayer de rejoindre le groupe Leclerc à 100. Système U va cogner, et Auchan et Casino. Et le groupe Leclerc n'a pas l'intention de se faire reprendre à la frontière du prix, puisqu'il est rentré dans la niche du prix. Et il va défendre sa niche. Et il va cogner pour aller à 97. Et donc, on entame un cycle terrible où le SRP devient un outil de protection du distributeur le plus violent commercialement.
Est-ce compliqué à comprendre? Non, c'est ce qu'on explique à nos étudiants. Mais il semblerait aujourd'hui que, et c'est une critique que je fais des EGA, les EGA ont été pour beaucoup de mes collègues universitaires un entre-soi dans lequel l'université n'a absolument pas été intégrée et intéressée à la réflexion. C'est bien dommage parce que le rôle de l'université, c'est aussi de proposer d'autres choses et d'expliquer pourquoi elle peut être poil à gratter dans certains cas. Alors, quand vous allez augmenter le SRP de 10%, et hier soir, je racontais cette histoire. J'ai amené, à la demande des JA76 en Seine-Maritime, qui ont un jeune président tout à fait sympathique, et le jeune président des JA me dit, Monsieur Mel, est-ce qu'on peut faire une journée dans les grandes surfaces de Seine-Maritime autour de Rouen? Je lui ai dit bien volontiers, on va y aller. Alors effectivement, quand je suis arrivé, l'adhérent Leclerc était là, ça a parlementé 5 minutes, et puis finalement, j'ai proposé à l'adhérent Leclerc d'expliquer aux jeunes agriculteurs ce qui va se passer. On a pris le linéaire volaille. On voit une belle volaille à 12 € le kilo. Je dis magnifique. Ah, c'est du local. Alors je dis, monsieur l'adhérent, est-ce que vous pouvez expliquer en fait dans votre tête aujourd'hui le signe. Je dis le signe. Alors je dis officieux de qualité. Ah oui, c'est ça, monsieur. Le signe officieux de qualité qui pour le groupe Leclerc est le plus important, c'est le local. Donc vous êtes à 12 € le kilo. Ah, là je vois une volaille louée en label rouge. Elle est à 4,50 € du kilo. Expliquez-moi un petit peu, parce que là on a un signe officiel de qualité. Alors il demande à son directeur. Le directeur confirme que cette volaille a passé 50% de son temps 2017 en promo. À quoi ça sert de faire des volailles de 80 jours, du high-tech, pour les vendre effectivement aujourd'hui à ce prix? On est donc dans une situation critique. Et je lui dis maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer aux jeunes agriculteurs ce qui va se passer relativement à ça? Sachant que la volaille louée, vous la vendez 50% de son autre temps à 8,50 €. Quelle est la marge avant que vous prenez sur le produit local? Ah, on achète le produit local 4,50 €, on le vend 12. Elle n'est pas belle la vie? Fantastique. Résultat, avec la hausse du SRP de 10%, on ne touchera pas au prix de la volaille locale. Que se passera-t-il sur les poulets de louée? On va répondre à la loi, on va les augmenter de 10%. Et effectivement, on va les passer à 9,30 €. Réponse des jeunes agriculteurs, mais alors vous allez gagner encore plus? On n'a rien demandé, dit l'adhérent Leclerc. On me répond aujourd'hui qu'il existerait une théorie du ruissellement et que le fait d'accorder aux distributeurs une hausse de ses marges brutes de 10% l'amènerait effectivement à acheter automatiquement à la coopérative ou à l'industriel 10% plus cher. C'est bien méconnaître la grande distribution que de penser que sans cadre réglementaire, on aboutisse à ça. Je pense que dans les amendements aujourd'hui, si on accorde un SRP à plus 10%, il faut absolument qu'il y ait d'autres amendements qui obligent à créer une observation linéaire des prix d'achat du distributeur auprès de son fournisseur sur les 5 dernières années pour revaloriser. On ne peut pas leur faire un chèque en blanc, on sait ce que ça donne. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la charte d'engagement, mais la charte d'engagement n'avait aucun caractère contraignant. On a vu que dès qu'il n'y a pas de caractère contraignant, c'est la loi du plus fort qui s'applique. N'oubliez jamais que tant que la grande distribution pourra dire à ses fournisseurs et aux coopératives notamment qui ont tant souffert lors des négociations commerciales 2017-2018, tant que la grande distribution pourra dire aux coopératives « vous avez besoin de me vendre, je n'ai pas besoin de vous acheter », le rapport de force sera avéré. Alors les bons mots, effectivement, de Serge Papin sur RMC, le coco de Paimpol finance le coca d'Atlanta. Effectivement, un coca d'Atlanta au seuil de revente à perte gagne rien, il perd même de l'argent sur le coca. On voit la guerre aujourd'hui entre Leclerc et Coca, hein. Il n'y a plus de coca au sein des magasins Leclerc. Le coca acheté 100, vendu 98 avec les coûts d'approche. Évidemment, les magasins tout le temps plus beaux, tout le temps plus cathédrales de verre et d'acier ont absolument besoin, devant l'investissement patrimonial des enseignes, de 30 à 35% de marge brute minimum. Alors, il faut trouver d'autres produits. Le coco de Paimpol, lui, acheté 100, va être vendu 350, 450. Et on voit les produits régionaux appelés à porter leur écho aux distributeurs avec les MDD, en contrepartie des marques internationales qui sont vendues au seuil de revente à perte. Il y a là quelque chose d'incroyable, puisque les marques régionales portent l'emploi en région.
Et aujourd'hui, à quel niveau se situeraient les marques régionales si elles ne portaient pas des coefficients avant aussi importants? C'est une vraie question. Olivier Mavel, je me permets de dire... J'ai presque fini. Vous pouvez conclure dans 5 minutes, merci. Alors, face à cette guerre des prix et au fouet Leclerc, la contractualisation, effectivement, est une solution envisageable. C'est une solution envisageable, mais cela suppose que tout le monde travaille à livre ouvert. Un livre ouvert. À savoir que le producteur, l'éleveur, l'industriel, la coopérative et le distributeur, tout le monde partage effectivement l'information. Il ne peut plus y avoir d'asymétrie d'information comme actuellement. Pourquoi? Dans le ménage à trois, c'est jamais agréable finalement d'être de celui qui se demande ce que deux font ensemble. Et ça a trop longtemps été le cas du monde agricole. Et donc, il faut faire rentrer le monde agricole aujourd'hui dans ces négociations. La contractualisation est une possibilité et je passerai assez vite sur cette diapo, mais dans une filière laitière qui est en décomposition, parce que quand le producteur ou l'éleveur n'a pas le prix, effectivement, il y a une décomposition. Et la décomposition se matérialise à travers l'avènement de nouvelles marques, de nouvelles démarches. Mais une chose qui est quand même sidérante, et je me permets sous votre contrôle, quand dans nos études marketing, parce que c'est mon métier, on pose la question au consommateur, à quel prix acceptez-vous de payer 1 litre de lait demi-écrémé UHT? Le consommateur, regardez, nous répond 1,10. Mais la question, c'est pourquoi aujourd'hui Lactel et Candia, les deux leaders, vendent finalement à un prix inférieur à la qualité perçue par le consommateur. Et quand Nicolas Chaban vient me voir pour que je lui calcule son indice de prix psychologique, parce que c'est le sien que vous voyez là, à partir de là, il se met à 0,99, mais il n'a aucun risque, puisque le prix psychologique d'un bien de Giffen, en économie, un bien de Giffen, c'est un bien, je dirais, de nécessité pour le consommateur. Et le lait est une protéine pas chère, comme les œufs, finalement, ou le porc frais. Et le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme il voit que ce prix-là est un prix très acceptable, eh bien, finalement, c'est son prix psychologique. Alors, effectivement, c'est qu'il patron s'annonce comme un carton à 99 centimes. Mais ces biens de Giffen qui sont pas chers assurent généralement aux distributeurs aussi des apports de marge qui sont très importants. La restauration collective impliquée, oui, effectivement. Et on apprend dans le projet de loi que la montée en gamme, mais les adhérents Leclerc ont vite appris la leçon, il y a 2 signes officiels de qualité, 50% de produits agricoles locaux sous signe de qualité, dont les produits issus de l'agriculture biologique, label rouge plus bio, plus un signe officieux de qualité, le local. C'est pas évident. Le local aujourd'hui, c'est une réalité alimentaire. Maintenant, derrière, doit-on le traiter sur le même niveau que les cahiers des charges des signes officiels de qualité? La restauration collective aujourd'hui, dans toutes les filières, c'est entre 20 et 25% de la consommation nationale. Il n'y a pas plus déloyaux que les groupes Sodexo, Elior, Pomona et le reste. Une déloyauté totale. Pourquoi? Acheter pas cher pour vendre le plus cher possible. C'est ça leur job. Et donc, c'est l'Espagne, c'est tout ce qu'on veut, tant qu'on peut, mais bien entendu, derrière, la question, elle est essentielle pour eux. Tant qu'on ne leur pose pas la question du contenu dans l'assiette, ils continueront. C'est donc aujourd'hui le consommateur qui doit s'impliquer. C'est-à-dire que c'est une révolution consumériste, c'est-à-dire la naïveté du consommateur, il faut la lever. Et les coopératives, le monde agricole doit participer à lever cette levée, en leur disant « demandez ce qu'il y a dans votre assiette, demandez ce qu'il y a et quelles sont les origines et la composition de ce que vous avez là ». Et donc on voit bien que la restauration collective, aujourd'hui, a sa responsabilité, mais la restauration commerciale a la sienne. On sort d'une grande enquête sur la création d'une marque en Pays de la Loire, donc en Mayenne, cœur de Mayenne. Et à la question, doutez-vous aujourd'hui de la qualité des viandes que vous mangez en restauration traditionnelle? C'est catastrophique. On a des réponses qui sont surprenantes, c'est-à-dire le consommateur le sait. Il est donc prêt à embrayer. Et ils recherchent. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet sur lequel il faudra s'appliquer. Et puis la reconnaissance du bien-être animal,
Mais ça, c'est parce que sinon, M. Hulot, qui déjà n'était pas très content, là, il n'aurait pas été content du tout. Donc, cette reconnaissance du bien-être animal qui va renforcer de toute façon la position des antispécistes. Pour terminer, je vous amène juste chez Whole Foods pour que vous compreniez une chose. Là, on est chez le plus, on va dire, le distributeur mondial le plus fin qui soit. Si Amazon a racheté Whole Foods, c'est qu'il y a une raison. C'est un métier. Un magasin Whole Foods, vous voyez, c'est beau. C'est beau, c'est travaillé, c'est segmenté. Ce que la grande distribution française ne fait plus. La grande distribution française, elle ne comprend pas qu'elle a 3 métiers. Bien acheter, bien piloter la logistique et avoir le souci du détail en linéaire. Depuis quand la grande distribution française a-t-elle perdu le souci du détail en linéaire? Et là, vous voyez comment c'est travaillé. C'est magnifique. Et à l'entrée, bien-être animal. Bien-être animal. Et c'est annoncé. C'est annoncé et tellement annoncé que quand vous avancez et que vous arrivez dans la boucherie, dans tous les Whole Foods des États-Unis, vous avez 5-step Animal Welfare Rating. Quelque part, on vous le dit. Et donc, le bien-être animal n'est pas aujourd'hui un succès d'année qui arrive comme ça. Et ça veut dire que le consommateur est peut-être en transition protéique, mais il est sûrement en transition éthique. Alors, il faut l'accompagner. Et les coopératives sont bien placées pour ça. Et quand vous allez un petit peu plus loin, voilà ce qui est marqué. Alors, derrière, vous voyez qu'en 5 points, on vient promettre un certain nombre de choses. Et c'est Whole Foods, dont le succès, effectivement, ne se dément pas, Whole Foods qui vient dire à ses consommateurs, aujourd'hui, voilà ce que je vous promets sur la vie animale. Et c'est devenu un pilier marketing essentiel, bien sûr. Tellement essentiel que je veux aussi mettre fin à certaines logiques parce que mes collègues américains me disent quand on vous entend en France actuellement sur la filière bovine, vous semblez dire que chez nous, il n'y a que des feedlots. C'est faux. Il y a des produits qui sont très qualitatifs et qui présentent en plus aujourd'hui des contenants sous vide très intéressants pour les consommateurs américains. Et vous voyez qu'on fait du bio aujourd'hui à l'herbe. Et tout à l'heure, je voyais votre belle région effectivement mettre le cap sur un bœuf plein herbe. Et je trouve que quelque part, c'est fort intelligent parce que c'est joué sur un avantage comparatif qui est lié à votre région. Et quand on voit aujourd'hui Whole Foods aller dans le Wyoming et dans le Montana et changer des feedlots, ça veut dire qu'il n'y a pas que des feedlots aux États-Unis qui sont capables aussi de faire de la qualité. Alors, pour terminer, eh ben, vous avez aimé Michel-Édouard Leclerc, vous aimez le groupe Carrefour, vous aimerez Amazon et puis surtout, vous aimerez Alibaba. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien penser, on va vers des places de marché, on va vers des marketplaces et aujourd'hui, celui qui va tenir le lien informationnel entre l'appariement de l'offre et de la demande va tenir le marché. À l'heure où on va vers un marketing conversationnel, parce qu'on va vers Google Echo, on va vers Amazon Call, c'est-à-dire en fait, le consommateur va commander par la voix bientôt, chez lui. Et donc évidemment, ceux qui tiennent ces systèmes tiendront aussi le commerce. Donc à partir de là, regardez, une croissance qui ne se dément pas et un Amazon qui pointe son nom avec Monoprix, les bobos, inscrits bobos parisiens, inscrits aujourd'hui sur Amazon Premium, ces bobos parisiens qui sont et qui vont chez Monoprix. C'est une alliance fort intelligente que Casino a construit là. Mais regardez la réplique du groupe Leclerc, immédiatement on ouvre Leclerc chez moi. Donc on voit que la bataille va faire rage sur les 7 milliards de marché, qui constitue le marché parisien. Et donc, en conclusion, je vous dirais juste la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas quels seront les résultats des députés de leur débat et la façon dont certains amendements seront pris en compte, mais il faut bien réfléchir parce que le triptyque coût de production, promotion, SRP semble un peu trop systémique et je pense que derrière, je ne voudrais pas que notre pays crée une usine à gaz qui ne permette pas de répondre aux immenses espoirs qui ont été placés par le monde agricole dans ces états généraux de l'alimentation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Olivier Meuvel, pardon d'avoir fait le chronomètre, mais on a pris un peu de retard ce matin, donc je vais demander aux autres participants de la table ronde de venir nous rejoindre. Il y a Dominique Chargé, Patrick Bénézy, Jean-Yves Collomb, Henri Niguet. Installez-vous.
vous en prie. Dominique Chargé, on vous a entendu tout à l'heure, on a vu que effectivement vous êtes président de COP de France agroalimentaire, puis vous l'avez précisé, hein, vous êtes éleveur laitier et de volaille en Loire-Atlantique. En un mot, parce que vous avez fortement aussi participé aux États généraux de l'alimentation, comment vous réagissez aux propos d'Olivier Mevel qui sont forts quand même, hein, il y va fort, il met en doute... Ah, vous êtes dans l'ombre, alors que vous êtes censé être dans la lumière. Ce doute d'Olivier Mevel sur les promos, on va pas assez loin, le renversement du prix, vous y croyez pas forcément, enfin il y va fort, Olivier Mevel, comment vous réagissez à ces propos? Moi j'ai participé à l'atelier, COP de France agroalimentaire d'une manière générale, a participé à l'ensemble des ateliers sur les deux chantiers, parce qu'on parle beaucoup à travers les propos d'Olivier du chantier 1, donc, qui avait 7 ateliers qui étaient autour de la création et de la répartition de la valeur. Mais il y a eu après le deuxième chantier sur un aliment sain, durable. Voilà, donc on a participé au 14. Moi, j'ai participé personnellement à l'atelier 7, donc celui qui était sur la relation au sein des filières entre les acteurs. Ça a été effectivement un moment un peu particulier. On y est allé dans un bon état d'esprit. D'abord, je tiens à le dire. Je pense que c'était quand même assez opportun de mettre le sujet sur la table à travers un prisme quand même essentiel qui était celui, je vais le dire de manière assez caricaturale, de la souffrance dans les campagnes. Parce que vraiment, oui, on subit des années de crise. Le lait était sans doute la production un peu ciblée, mais dans le porc, dans les céréales pour d'autres raisons et dans la viande bovine, on est aussi dans des situations difficiles. Donc on y est allé dans un très bon état d'esprit. Et effectivement, on en attendait, et on en attend toujours d'ailleurs, des résultats. Donc il y a eu cette phase d'engagement à l'issue des échanges, où la main sur le cœur, l'ensemble des acteurs a juré qu'ils changeraient de comportement et que ça se passerait mieux. Le résultat des courses, c'est que sur les négos 2018 n'ont jamais été aussi difficiles. Pourquoi? Parce que, en fait, les distributeurs ont anticipé ce que pourraient être les conséquences de la loi. Ils ont voulu en prendre encore un dernier coup. Et ils ont voulu effectivement mettre quelques barrières pour se prémunir des conséquences de la loi, en introduisant par exemple des NIP, donc les fameux nouveaux instruments promotionnels, mais peu importe, dans les promotions, alors que c'est strictement interdit. Et puis effectivement, ils ont peut-être compris qu'à un moment, c'était leur dernière chance. Sur l'histoire du SRP, moi je partage. D'abord, je veux dire une chose. Le SRP était demandé sûrement par Serge Papin et les enseignes qui sont en difficulté, mais enfin, il a aussi été très demandé, et d'abord demandé, par des grands groupes multinationaux qui sont à marge zéro. Clairement, parce que les premiers qui l'ont mis exactement par l'ILEC et les grands groupes, grands groupes multinationaux, les grandes multinationales qui sont à marge zéro. C'est eux qui l'ont demandé en premier dans les États généraux, parce que c'est eux qui ont le plus à perdre dans la logique dans laquelle on est enfermé aujourd'hui, dans cette spirale déflationniste. Donc je veux le dire, mais le SRP tout seul, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas le SRP tout seul, ce que je peux vous dire, c'est que ce sera une rente de situation encore plus forte pour les distributeurs. Si on ne met pas des leviers contraignants pour que cette valeur redescende vers la promesse qui a été faite, c'est celle d'augmenter le coût à la production et les prix aux agriculteurs, on n'aura rien fait. La théorie du ruissellement, elle n'existe pas naturellement, il faut la contraindre dans la loi. Je veux juste dire une dernière chose, c'est que tout ça prend son origine, effectivement, sur ce qu'on a vécu depuis 2008, à travers la spirale déflationniste qui a été enclenchée par la LME. Je veux juste dire que la LME en 2008, c'est probablement une bonne idée, ou une idée qui se conçoit dans ce qu'est le contexte économique de 2008. Le problème, c'est qu'on n'a pas réformé le paradigme, c'est-à-dire le fond de cette LME, qui est rendre du pouvoir d'achat par la baisse des prix, alors qu'on est aujourd'hui en situation déflationniste et dans une situation économique complètement inverse à ce qu'on était en 2008. Ça, c'est une grande erreur, à mon avis, et une insuffisance des EGA. Alors, à participer aussi à ces états généraux, vous, Patrick Bénézide, vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA, vous venez du Cantal, vous êtes éleveur dans le Cantal, vous êtes aussi président de la FDSEA du Cantal et de la région. Vous y aviez participé. Pour compléter ce qu'a dit Dominique Chargé en réaction aux propos d'Olivier Mevel, vous, votre regard sur ces états généraux auxquels vous avez participé et représenté la FNSEA? Mon regard, déjà, par rapport à ce qu'a pu dire Olivier Mevel, je pense que c'est déjà une chance que le monde politique ait pu faire ces EGA et donner l'occasion d'ouvrir un débat
qui était complètement tabou. On peut critiquer, on peut effectivement dire ça va pas assez loin, ça va pas assez loin, sauf que la question, elle ne se posait pas. Jusqu'ici, les règles, elles étaient faites pour ceux qui nous achetaient et la compassion, elle était faite pour nous. Et d'ailleurs, on facture les deux des fois. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut reconnaître, et nous, c'est ce qu'on fera, en tout cas tant qu'on ne sera pas déçu par ce que vont faire les députés, puisque le vrai sujet, et on ne se permettra surtout pas de commenter le match avant qu'il soit terminé, parce que le match, il se joue maintenant. Il se joue maintenant, et la balle, elle est entre les mains du politique. Le politique nous a dit, dans le cadre des États généraux, on va changer les choses, on veut changer les choses, jusqu'au plus haut niveau de l'État. Jusqu'ici, et pour avoir fait, d'ailleurs, participer à la loi Sapin, où on avait tenté des choses suite aux grandes manifs qu'il y avait eu, etc., y compris chez tous les hauts fonctionnaires de ce pays, il était convenu que c'était bien qu'il y ait des lois pour écraser des prix parce que le consommateur en bénéficiait. Et si on refait l'histoire, c'est depuis la dernière guerre mondiale que nos politiques pensent ça. Et là, un truc s'est changé en ce sens. Et que l'application des différentes lois, on parle de la loi de la LME, mais celle d'avant était pareille. Et même quand les prix étaient protégés pour les agriculteurs, ils étaient aussi et surtout protégés pour les consommateurs. Parce que, à un moment donné, on a bâti la prospérité de ce pays par le fait qu'il fallait moins dépenser sur son alimentation. Et tout le cadre, en passant par Bercy, en passant par le Conseil d'État, tout ce que vous avez, et c'est aussi pour ça qu'on a une loi qui est proposée qui ne correspond pas aujourd'hui à l'enjeu qu'a fixé le politique. Les choses ne vont pas aussi loin. Si la loi reste comme ça, par exemple, la théorie du ruissellement, elle n'existe pas. Si le coût de production n'est pas défini de manière neutre, si le texte reste comme ça, effectivement, si c'est Leclerc ou Carrefour qui fixe nos coûts de production, ça ne va pas changer grand-chose. Ensuite, arrêter la guerre des prix, mais y compris chez les producteurs. Il faut aussi qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, d'accord, 35% et 25% des volumes, ce n'est pas suffisant. Mais lorsque le secteur porcin pense qu'il ne va pas vendre un cochon au mois de janvier parce qu'il ne pourra pas les donner, ça pose quand même quelques soucis. Donc, à un moment donné, déjà, si tout ce qui a été mis en place arrivait à passer, ça serait pas mal. Ensuite, il y a un dernier sujet où il y a pas mal d'amendements, il y a des chose que nous avons demandé, y compris à l'autorité de la concurrence, ce que nous n'avons jamais compris par rapport au droit de la concurrence, c'est que l'autorité de la concurrence est laissée faire, pour nous ça reste illégal, et laisser faire 4 centrales d'achat. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et à mon avis encore pire, nous avons saisi l'autorité de la concurrence, non seulement pour voir s'il n'y avait pas moyen de démanteler ce qui avait été fait, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose, pour effectivement interdire ce qui est prévu de se faire. Là, on a quand même un sévère problème. Et là également, le projet de loi, il y a 800 amendements. Tous ne sont pas portés par nous, on n'en a pas porté autant. Mais déjà, c'est pour dire que les choses sont en ce moment entre les mains du politique, et le politique peut avoir la chance de changer quand même un certain nombre de choses. Alors si vous voulez bien, on va concentrer notre débat sur l'enjeu derrière cette guerre des prix qui est la question de la valeur, de la création de la valeur et puis de la répartition de la valeur. Vous l'avez évoqué, Olivier Mevel, et j'aimerais avec vous qu'on fasse un petit tour d'horizon, d'exemples intéressants de création de valeur et en quoi ça peut être intéressant à partager et comme modèle. Alors on va démarrer par le sud de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, avec vous, Jean-Yves Collomb, si vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît. Vous êtes président depuis 2016 du groupe coopératif La Dauphinoise.
Vous avez une exploitation, vous aussi, on l'a évoqué pour chacun, qui se trouve à Bouvesquirieux, dans l'Isère. Vous êtes spécialiste de maïs semences. Et le groupe La Dauphinoise, c'est énorme, c'est 5300 adhérents aujourd'hui, dans 6 départements, 400 millions de chiffre d'affaires. Et plusieurs métiers, hein. Les semences, le grain, aussi l'élevage. Et puis depuis quelques années, les œufs, on va en parler. Hein. Vous êtes devenu un leader en quelques années de la production d'œufs dans le sud de la France. Il y a aussi un pôle grand public. Hein. Vous êtes un des plus grands franchisés magasins gamme vert, 100 magasins. Et vous avez donc construit toute une démarche de filière, en fait. Comment cette démarche de filière s'est construite, comment elle a grandi et de quoi elle est partie pour justement créer de la valeur et comment vous regardez l'avenir en matière de création de valeur. Jean-Yves Collomb. Moi, je regarde l'avenir avec une situation un peu paradoxale au regard du discours qu'on peut avoir avec nos adhérents. Paradoxal dans le sens où, alors moi je parle grande culture, vous avez compris que j'étais plutôt dans la dimension un peu plus grande culture, et que ça fait 4 ans que c'est compliqué, la 5e s'enclenche. Mais à côté de ça, on vit, alors on a parlé beaucoup de mutations, de changement de paradigme, etc., mais on vit effectivement un moment intéressant, parce que je pense que nous, même au niveau de la coopérative, peut-être jamais, en tout cas moi depuis que je suis à la coopérative, on a connu un moment où on peut proposer autant d'opportunités et de diversification dans un contexte agricole très difficile à nos adhérents. Parce que la première mission qui nous est donnée en tant qu'administrateur, c'est d'apporter de la valeur à nos adhérents. Alors concrètement, c'est quelque chose qui a toujours été dans l'ADN de Dauphinoise, sur l'aspect filière. On a un projet d'entreprise qu'on a nommé Cap Avenir 2020, qu'on a travaillé quand je suis arrivé à la présidence, où on a effectivement donné un objectif de au moins 30% de la ferme dauphinoise, qui est à peu près sur 65 000 hectares, de 30% de filière pour tous nos adhérents avec une vraie valeur ajoutée. Alors ça se traduit par un nombre très important de filières qu'on peut proposer, de contrats qu'on peut proposer à nos adhérents. Par exemple le maïs waxy, le soja alimentaire, toute la partie qui se commence à se contractualiser sur la partie meunerie et blé CRC, épeautre, seigle, etc. Et donc aujourd'hui, on a l'impression aussi que, alors bon, j'ai entendu le discours, c'est vrai, qui fait peur, mais moi, des rapports qu'on peut avoir avec une certaine forme de distribution, on a l'impression que là aussi, ça évolue un peu, sans être trop naïf aussi, mais que ce rapport au prix, que ce rapport à la contractualisation sur mettre en avant un certain nombre d'atouts du monde agricole, c'est après changé. Bon, après, je dis, je ne suis pas naïf et je peux me tromper, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Donc moi, j'ai un a priori plutôt positif. Et puis, il y a toute la partie bio aussi qui permet aussi aujourd'hui, dont on a un objectif de multiplier par 3 les surfaces. Enfin voilà, on a une palette aujourd'hui à proposer à nos adhérents qu'on n'a jamais connue et qui est très intéressante. Alors j'aimerais qu'on parle des œufs, hein, parce que vous avez lancé vraiment il y a 5-6 ans la production d'œufs. Qu'est-ce qui a présidé à ce développement-là et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui a présidé aux œufs, c'était une décision de rachat d'entreprise qui était justement dans la production d'œufs. Mais ce qui a présidé à cette époque-là, c'était plutôt l'idée de sécuriser les volumes donc de nos adhérents de céréales. Donc avoir des filières animales pour pouvoir faire consommer des céréales produites par nos adhérents. C'est vraiment dans une logique de filière. Là. Logique de filière. Donc c'était ça l'idée. Et puis est arrivé, on en a parlé tout à l'heure, on a vu L214, est arrivé toute cette partie du véganisme, etc., qui en l'espace de quelque temps, enfin c'est assez impressionnant, a quand même renversé le mode de production off de cage en plein air. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit en l'échelle de 2 ans, 3 ans, les gens qui s'étaient mis aux normes européennes en cage se sont retrouvés 3 ans après en leur disant les cages c'est fini. Et tout est allé très vite. Monoprix et tous les grands distributeurs se sont engagés à dire nous, écoutez, ok, 2024, progressivement, mais 2022-2024, nous c'est fini, on ne vendra plus de cages dans nos enseignes. Et c'est allé super vite. Alors les gens me disent mais comment vous n'avez pas pu voir ça? Mais moi je ne suis pas de la filière, mais
effectivement, personne ne l'avait vu. Donc là, la notion du bien-être animal a été une opportunité énorme pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce renversement qui était avant à peu près 60% à l'époque, il y a quelques années, cage, 40% alternatif. Quand on dit alternatif, c'est plein air, bio, label rouge. En 2 ans, 3 ans, ce pourcentage s'est inversé. Et puis, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, avec des conséquences de trouver des modes de production plein air. Et souvent, les agriculteurs qui étaient en cage avaient peu de surface, ne pouvaient pas non plus faire un transfert de modèle. Je suis en cage, je passe en plein air. Il faut 4 mètres carrés par poule, à peu près, en parcours. Donc voilà, vous faites le calcul, ça vous donne un certain nombre de surfaces. Les gens ne le pouvaient pas. Et donc, ce qui nous a donné, nous, une opportunité. Donc, on a un projet à 3 ans de créer à peu près un peu plus de 10 bâtiments par an chez nos adhérents d'offres bio, plein air ou label. Et comment vous les avez convaincus de s'y mettre, là, vos adhérents? Alors, ce qui change, effectivement, c'est qu'on rentre et on se rend compte, quand je vous dis qu'il y avait beaucoup d'opportunités, plutôt dans un schéma de plan de développement. C'est-à-dire qu'on a mis en place, la COP a investi, parce que l'offre, c'est des gros investissements quand même, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon, les banques étaient parfois un peu frileuses, donc nous, on a investi avec eux. On a investi avec eux. Vous leur avez prêté de l'argent? On leur a prêté de l'argent, et on va leur prêter de l'argent. On s'est engagé sur la durée du contrat, l'engagement sur la durée du contrat. Donc il y a un vrai engagement, ce qui est quand même le rôle d'une coopérative, pour pouvoir répondre à cette demande, au même titre qu'on va l'avoir sûrement, ça va se décider bientôt en conseil, d'avoir un plan de développement sur le bio, comme il va y avoir un plan de développement sur les filières qu'on veut développer avec d'autres partenaires. Donc on est dans ce moment-là de mettre les moyens et d'organiser l'entreprise autour de ce développement et de prospection autour de recherche de filières de valeur ajoutée. Oui, parce que vous avez un centre aussi de développement, de recherche pour inviter à toutes ces innovations-là, justement. Un centre, non, mais on a réorganisé un peu l'entreprise pour pouvoir à la fois prospecter de nouvelles filières et pour pouvoir aussi faire en sorte que sur le terrain, alors on est déjà organisé sur le terrain, ce qui est une force, pour pouvoir mettre en place ces filières. Parce qu'il faut reconnaître aussi, tout le discours qui a été dit ce matin, on a en face de nous des adhérents qui nous regardent parfois quand on leur propose des choses avec un regard avec moins de confiance. Bon, les œufs, ouais, mais les œufs, vous êtes gentils, mais qu'est-ce qui nous dit que, comme L214 a balayé l'œuf cage, il ne va pas balayer l'œuf plein air? Cette filière-là, ouais, ok, mais c'est des contraintes, tout ça pour favoriser la grande distribution, ou pas favoriser le partenaire avec qui vous voulez travailler. Bon, le bio, oui, mais ok, mais le bio, dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que ça se trouve, ça sera fini. Donc on a des gens en face de nous qui sont dans de la difficulté, on leur amène, mais la perte de confiance fait que le développement de filières qui pourraient leur amener de la valeur, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc il faut aller les chercher. Ce qui a changé un peu. Et puis, la dernière chose peut-être, c'est que là aussi où ça change, c'est qu'on n'est plus dans des démarches de grandes filières. C'est-à-dire qu'avant, on avait la filière lait. Bon, le gars, il disait il fallait tant de milliers de litres de quota, c'était comme ça. La viande, c'est comme ça. Là, on va être plutôt sur... Il faut aller saisir et additionner un certain nombre d'opportunités. Parce que tout, même si on développe la bio, ça sera que 20%. Même si on développe les cages, c'est que 10 bâtiments par an. Donc tout le monde ne va pas aller dans la bio, tout le monde va pas aller dans les œufs, tout le monde va pas aller dans telle filière. Mais par contre, le gars peut dire, ouais, moi, ça m'intéresse. On a parlé des semences, on parle de plantes aromatiques, on parle de tabac. Enfin, les gens peuvent aller piquer. Vous pouvez picorer, c'est ce que vous dites pour la valeur ajoutée. Maintenant, c'est pas qu'une filière, il faut aller picorer dans des lieux pour aller chercher la valeur ajoutée. Voilà, il faut additionner, c'est ça qui est intéressant finalement, il faut aller additionner des choses qui correspondent et à un moment donné, peut-être aussi sur des moments où l'agriculteur s'interroge sur son métier en disant, bah voilà, demain qu'est-ce que je veux faire de mon métier. Alors nous, on a des gens qui nous disent, moi, me parlez pas d'élevage, je veux pas en entendre, enfin me parlez pas des œufs, je veux pas en entendre parler. Très bien, ok, pas de problème. Par contre, il y a ça, il peut avoir ça, il peut avoir ça. Ça peut être l'énergie par exemple. Oui, là aussi, là, on n'est pas dans la phase où on s'interroge. On se dit, est-ce que demain, l'énergie, c'est une source de valeur ajoutée? Donc, dans le cadre de l'union qu'on a avec Terre d'Alliance, on veut aussi mettre un peu des moyens pour voir, vérifier et voir quel modèle on pourrait apporter de diversification d'énergie à nos adhérents. Ça veut dire, quand on parlait de disruption tout à l'heure, c'est-à-dire que le métier d'agriculteur est en train de changer, c'est-à-dire que son activité va être plurisectoriel quasiment sur son exploitation. Ouais, moi je pense que l'agriculture. Oui, après changer, je sais pas. Je crois qu'au métier de producteur, il faut additionner. Attention, je parle toujours plutôt en grande culture. Je pense qu'il faut additionner des comportements
des compétences que peut-être on n'avait pas auparavant. On a parlé de coûts de production. Enfin, moi, je pense qu'il y a une partie technico-économique qu'il faut amplifier et qu'on n'avait pas auparavant. Et ça, je pense que ça fait partie aussi, pas tout seul, mais du rôle aussi des coopératives à jouer, de faire passer ce cap-là. Dernier point, Jean-Yves Collomb, vous ouvrez dans votre activité grand public, j'ai envie de dire, de distribution, un nouveau chapitre. C'est celui de commercialiser dans vos magasins Gamme Vert des produits alimentaires que produisent vos adhérents, avec une marque, une logique de marque qui s'appelle Frais d'ici. Là aussi, c'est quoi la nature du projet? C'est quoi l'objectif? Alors, je voudrais rectifier tout à l'heure, vous disiez 100 magasins, c'est 85 magasins en Gamme Vert, et puis toutes les coopératives, je pense à Terre d'Alliance, à Natura Pro, à Eorea, sont aussi dans la démarche Gamme Vert. Là aussi, ces coopératives, et au travers de Gamme Vert, on avait engagé une démarche de vente de produits du terroir, qui était plutôt de produits secs. Bon, l'idée, c'est quand on a travaillé aussi au projet, on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est effectivement, on valide le fait de développer la partie alimentaire, la partie frais, et on veut le faire au travers du concept Frais d'ici. Donc, c'est Gamme Vert qui a développé l'Union des coopératives nationales, InVivo, qui tient la franchise Gamme Vert, qui développe ce concept Frais d'ici. Et donc, nous, dans le projet, on s'engageait à monter 3 Frais d'ici pour 2020. Le premier va démarrer à Éveux à l'automne de cette année. Éveux, dans le Rhône, va démarrer à la fin de cette année. Bon, le tout, c'est de savoir maintenant, nous, on y croit. On pense qu'il y a une petite niche, une carte à jouer. C'est une manière, de court-circuiter un peu la grande distribution, là, si vous distribuez directement. Ouais, je n'imagine pas. Puis c'est pas l'ambition. Moi, je pense qu'il y a quand même toute cette partie relocalisation. Alors bon, après, on peut dire c'est des mots, etc. Mais enfin, c'est quand même une réalité. Moi, je pense qu'on nous reproche souvent. Alors avec le rétro, c'est facile. Les coopératives, vous n'avez pas pris ce rôle de distribution de matières alimentaires que vous aurez dû faire à ce moment-là. On nous le dit. Alors c'est sûr qu'avec le rétro, on se dit bah ouais, c'est facile. Bon, bref, ça n'a pas été fait. Ouais. Est-ce que maintenant, on peut aujourd'hui reprendre à la limite une petite part de cet aspect de distribution? Il faut voir. Si demain, en tout cas, c'est un vrai effet de levier et ça prend. Bon, il y a des exemples en France, on ne sera pas les premiers. Les premiers sont plutôt dans le sud-ouest et plutôt des magasins associés. C'est-à-dire qu'à côté du Gamme Vert, il va y avoir un Frais d'ici et avec des résultats qui sont plutôt encourageants. Donc voilà, on pourra vous dire dans les années à venir si ça marche ou pas. Merci beaucoup Jean-Yves Collomb. On remonte de l'Isère vers la Loire avec vous, Henri Niguet. On reste en Auvergne-Rhône-Alpes. On passe en Auvergne. Vous êtes président de Niguet SAS à Feurs, dans la Loire, qui est une entreprise familiale qui a plus de 160 ans. Et moi, je l'ai découvert, et je pense que peu de gens le savent, vous êtes un des leaders européens du caramel. Voilà. Et le caramel, c'est pas que les bonbons au caramel, mais du caramel, je l'ai découvert aussi grâce à vous. Il y en a partout. Il y en a dans la bière. Il y en a bien sûr dans les biscuits, les glaces, les chocolats, etc. Mais il y en a dans la bière, dans les sodas, dans les boissons énergisantes, même dans les produits laitiers, j'ai vu, les soupes ou l'alimentation animale. Et donc, vous êtes un des leaders européens du caramel. 60% de votre chiffre d'affaires se fait à l'export. Et vous avez un lien très fort avec les agriculteurs de votre territoire parce que le sucre, je crois près de 10 000 tonnes de sucre que vous les achetez sur le territoire près de chez vous, dans les sucrières locales près de Clermont. Expliquez-nous pourquoi votre entreprise tient absolument à aller se fournir sur son territoire. Henri Niguet. Alors, elle ne se fournit pas uniquement sur le territoire, elle se fournit à la sucrerie de Bourdon parce que c'est la sucrerie la plus proche de notre usine à Feurs et c'est la sucrerie la plus au sud de la France et j'espère qu'elle restera longtemps pérenne. Mais on achète aussi du sucre dans le bassin parisien, c'est pour ça qu'on construit une nouvelle usine en Picardie, dans les champs de betteraves et surtout adosser une glucoserie parce que là aussi, on tirait les prix par le bas implique à nous de trouver de nouveaux modèles économiques et donc de faire des économies. On sera à côté d'une glucoserie, on recevra directement le glucose qui sera dans un premier temps la matière première principale par pipe, par tuyauterie. Cette glucoserie va une glucoserie d'ailleurs coopérative puisque c'est le groupe Tereos
On va recevoir l'eau, la vapeur, donc on n'aura pas besoin d'installer une chaudière. Et ils vont traiter nos effluents. Donc c'est aussi une synergie industrielle pour abaisser les coûts, pour être plus près des matières premières et être plus près des ports pour l'exportation. Parce qu'on exporte beaucoup par les ports d'Anvers, de Rotterdam, donc les ports du Nord. Alors j'aimerais qu'on parle de création de valeur. Vous êtes bien sûr dans le monde de l'agroalimentaire. Je n'ai pas dit que vous êtes trésorier de l'Agence régionale de l'industrie agroalimentaire, l'ARIA. Secrétaire, pardonnez-moi. Je représente et j'excuse Jean-Claude Guillon, le président de la nouvelle ARIA Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'a pas pu venir. Et c'est un plaisir aussi d'être l'ambassadeur de cette nouvelle ARIA. Voilà, qui joint Auvergne et Rhône-Alpes. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps. On parle de création de valeur. Qu'avez-vous à dire aux agriculteurs aujourd'hui qui travaillent, on l'a entendu un instant avec Jean-Yves Collomb, et il y a plein d'autres exemples qu'on va entendre sur la création de valeur. Vous qui venez du monde de l'entreprise, sur comment créer de la valeur, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux agriculteurs sur comment avancer sur ce sujet-là? Je viens de parler de l'ARIA qui permet de se regrouper au niveau des deux régions Auvergne et Rhône-Alpes, mais on peut parler d'autres pôles. Ça fait 30 ans, depuis que je suis dans l'entreprise, que j'essaye de militer pour qu'on se fédère et qu'on travaille ensemble. On travaille beaucoup mieux en meute. Et le monde de l'industrie agroalimentaire ne peut pas être déconnecté des producteurs agricoles. Et on a fait, par exemple, avec Jean-Pierre Tête, on était tous les deux adjoints à la ville de Feurs, on a fait le forum Ségusiave de la qualité agricole et agroalimentaire avec Pierre Troisgros qui était notre parrain d'honneur, Pierre Cressel qui était notre parrain technique, avec un partenariat très fort avec la FRCARA, c'était pas COP de France encore, avec l'ISARA et d'autres organismes. Et on a eu 2 réunions très très intéressantes qui permettaient de faire se rencontrer le monde agricole, le monde de l'industrie agroalimentaire, des artisans des métiers de bouche également. On a depuis créé un pôle agroalimentaire dans la Loire qui fédère des agriculteurs, des artisans, des industriels, des écoles. Et c'est dynamiser tout ce monde-là. Pourquoi c'est si important que les agriculteurs et le monde de l'industrie agroalimentaire, les acteurs se connaissent mieux dans un sens et dans l'autre d'ailleurs? Pourquoi c'est si important? Parce qu'il faut que les industries agroalimentaires trouvent la matière première qui va bien pour faire des bons produits, pour faire de l'innovation. On a besoin d'être de plus en plus agile, de plus en plus souple pour répondre aux besoins du consommateur. Et je pense que créer de la valeur ajoutée, c'est justement aller créer de nouveaux produits, être flexible et être agile. Alors vous avez une entreprise justement qui investit beaucoup dans l'innovation. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, depuis toujours. D'abord, on n'est pas dans le caramel depuis 160 ans. On était féculier au début, extraction de l'amidon de la pomme de terre, glucosier en 1910. Et toutes ces 2 industries, féculerie, glucoserie, sont devenues des industries lourdes. Et il a fallu trouver autre chose. C'est ce que notre père a fait en rachetant une société de la région parisienne qui faisait du caramel. Et on s'est spécialisé sur ce métier-là en rachetant une société qui avait une grande expérience, à la fois technique, mais avec des marchés existants. Et on a beaucoup appris autour de ce métier. On a trouvé la niche qui convenait bien à une PME. Et on a beaucoup développé l'entreprise grâce à la R&D, parce que reconversion 73, et notre père a créé le premier labo de recherche en 1976. Puis on a continué à les développer. Et là, on est en plein chantier, puisque malgré qu'on construise une nouvelle usine dans la Picardie, on est en train de refaire nos laboratoires. On va passer de 80 mètres carrés à 170 mètres carrés de laboratoires de contrôle qualité qui seront encore plus proches de la fabrication pour encore mieux maîtriser les process, faire des produits encore plus sophistiqués pour répondre aux besoins des clients. Alors, on va monter un tout petit peu plus au nord, pardon. On va revenir dans le Cantal avec vous, Patrick Bénézy. J'aimerais que vous nous disiez 2 mots sur une démarche dans laquelle vous êtes engagé de création de valeur, d'ailleurs dans laquelle est engagé aussi l'ARIA, COP de France, la Chambre d'agriculture et la FRSEA, qui est Valomac. En 2 mots, c'est quoi l'idée de cette valorisation de la viande par une marque de viande bovine?
Disons que l'idée qui nous taraude un petit peu les uns et les autres depuis un petit peu de temps, c'est de reconnaître déjà l'existant. C'est-à-dire, on le voit également par rapport aux débats sociétaux actuels, tout le monde veut plus, mais déjà, sachant peut-être dire ce qui est fait correctement. Et c'est vrai qu'au niveau du Massif central, on a la chance, effectivement, d'avoir une production, même si c'est des zones difficiles, même si effectivement la production est peut-être moins importante qu'ailleurs. En tout cas, on a une image et un mode de production qui peut peut-être correspondre aujourd'hui à ce que peut attendre le consommateur. Avec cette herbe du Massif central, l'herbe, si on regarde toutes les attentes sociétales, on peut répondre à peu près à toutes. En tout cas, nous, on considère que l'on peut répondre à toutes. C'est-à-dire, par exemple? C'est-à-dire la biodiversité, c'est-à-dire ensuite le bien-être animal, puisque ça, effectivement, ça a été dit, mais c'est un sujet qui monte aujourd'hui. Et puis également une typicité de produits, l'aspect climatique également, avec des prairies qui stockent le carbone. Donc, il y a énormément d'éléments qui font qu'aujourd'hui, on doit pouvoir être en phase avec ces attentes sociétales qui souvent nous paraissent surréalistes, qu'il faut essayer d'endiguer. On ne peut pas nous demander de faire le mouton à 5 pattes, mais en tout cas, là, nous avons des réponses à apporter. Pour le coup, vous avez les réponses. Et donc là, vous êtes lancé dans une démarche collective, là, pour justement créer une marche. C'est une démarche collective. Nous avons été voir ce qui se passait en Irlande, où les Irlandais ont compris d'ailleurs qu'il y avait des savoir-faire et des choses naturelles d'ailleurs à mettre en avant. Et qui n'impose pas également d'être très puritain. On ne va pas réclamer à ce que l'animal soit fini à l'herbe strictement sur l'ensemble de ses conditions d'engraissement. Mais en tout cas, on s'aperçoit que beaucoup d'autres zones ont su vendre ce qui existait déjà. Et donc, c'est quand même le challenge qu'on est en train de se donner. Et on le fait et on est en train de le travailler. Alors, effectivement, ça coûte un petit peu, puisque ce qu'on souhaite, c'est effectivement être accompagné par des gens, puisqu'on souhaite que le produit soit très bon. Et donc, il n'y a pas que la production. Il y a également toute la maturation, tout le travail de la viande derrière. C'est pour cela que, dès le départ, il fallait être associé, producteur, coopérative, industriel. Et on a souhaité bâtir les choses de cette manière, et avec un programme qui coûte un petit peu, et où on a d'ailleurs le soutien du Conseil régional d'Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc l'idée, c'est de créer une marque de territoire sur la viande, c'est ça? Créer une marque, un concept qui soit mis en avant et qui réponde aujourd'hui à ces attentes sociétales, mais avec un produit qui est quand même de qualité. Alors, on l'a évoqué, il y a une marque régionale qui est lancée, qui est la région a du goût. Vous lancez aussi une marque de viande. Est-ce que c'est compatible, les deux? Comment ça peut fonctionner, les deux? Alors, les choses peuvent se croiser, mais la marque régionale, pour nous, a un intérêt majeur. Et on ne l'a peut-être pas évoqué tout à l'heure, mais ça a été évoqué sur la restauration hors foyer. Nous, en tout cas, on est extrêmement favorable à cette marque régionale qui peut permettre de capter justement cette immatriculation sur toute la restauration hors foyer où on est extrêmement déficitaire. Alors certes, les états généraux, et on va voir ce que donne la loi sur cet aspect-là, mais quand même, on a une initiative régionale et ça ne peut que booster l'initiative régionale. On a aujourd'hui des produits qui sont importés à 70-80% dans la restauration hors foyer. Et le fait qu'il y ait cette proximité nous intéresse au plus haut point dans les écoles, dans les lycées, dans les hôpitaux, à peu près partout, puisqu'il faut quand même savoir que la consommation aujourd'hui est en train d'augmenter de manière considérable, de manière hors domicile. Quand on nous parle notamment que la consommation de viande baisse, c'est sur des indicateurs en grande distribution. Si on prend l'indicateur avec la consommation foyer avec, c'est pas du tout le cas, elle est stable. Donc c'est tout à fait complémentaire.
Nous, ce serait plutôt un produit qui s'adresserait à des gens qui rechercheraient ce produit un petit peu plus festif et c'est pas du tout le même marché en tout cas. Mais ça peut se rejoindre dans certains coins, sur certaines enseignes, peut-être. Pour conclure, et avant de redonner la parole un instant à Olivier Mavel, Dominique Chargé, vous êtes administrateur de la coopérative Terrena et vous avez lancé il y a une petite dizaine d'années une démarche, la nouvelle agriculture, qui fonctionne très bien. Alors expliquez-nous là aussi en quelques mots le projet et ce que vous en ressortez du projet, en synthèse, qu'est-ce que ça peut nous dire sur justement la manière de créer de la valeur et de la partager. La nouvelle agriculture, c'est une marque qu'on a lancée cette année, mais la démarche, elle est partie effectivement il y a une dizaine d'années, à l'issue d'un débat très controversé dans la coopérative sur les OGM. Et on est abouti à ce que les adhérents nous ont demandé, proposez-nous des solutions alternatives à l'utilisation des OGM, évidemment, mais aussi finalement l'utilisation d'intrants, entrer dans cette démarche et créer de la valeur sur ces initiatives. Donc on a démarré cette initiative. En fait, c'était l'agroécologie avant l'heure. On s'est appuyé sur la démarche initiée, ou le concept un peu initié par Michel Griffon, qui est l'agriculture écologiquement intensive. Donc c'est un oxymore, mais c'est bien intensive en écologie. C'est bien ça que ça veut dire, hein, intensive en écologie. Et effectivement, de fil en aiguille, on a créé sur la base des initiatives et des alternatives qui ont été créées, on a créé des cahiers des charges dans chacune des filières. Et on a proposé aux adhérents qui étaient engagés dans ces démarches, finalement sur la base de la construction de ce cahier des charges, d'aller plus loin et de porter le produit jusqu'au consommateur en créant une marque qui s'appelle la Nouvelle Agriculture. On a démarré dans un truc qui s'appelait ENA avec Serge Papin, justement, parce que c'était une façon pour lui de se différencier et de sortir du conflit sur le prix. Et ça s'est bien passé. Et donc, pour le développer avec les autres enseignes, on est parti sur la Nouvelle Agriculture. Donc, on communique. C'est la seule marque, d'abord, je tiens à dire, qui appartient aux agriculteurs. Là, c'est une marque avec un packaging, c'est une marque qui s'appelle la Nouvelle Agriculture, qui a donc son packaging. Elle appartient aux agriculteurs, c'est-à-dire que c'est le produit issu de l'exploitation de l'adhérent qui est systématiquement dans le contenu du produit à la consommation. Ça, c'est quand même très important. Et c'est les adhérents qui sont les acteurs de la publicité qui est passée à la télé. J'y tiens aussi parce que c'est une sacrée démarche et un sacré engagement de la part des agriculteurs. Et ça s'est bien passé. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Moi, je pense que ça nous enseigne que nos coopératives... moi, je ne suis pas dans un contrat tripartite, même si je tiens à le dire, on a associé la valeur créée par la démarche dans le prix construit avec le distributeur. Mais je ne suis pas dans un contrat tripartite, je suis un contrat bipartite. La coopérative est le prolongement de mon exploitation et c'est mon outil, c'est l'outil qui permet de valoriser, comme tu l'as dit, les produits de nos exploitations et de leur donner de la valeur. J'insiste sur le fait, dans ce que tu disais, que finalement le fait aujourd'hui de travailler sur quelque chose de plus segmenté dans nos productions, c'est aussi un facteur de résilience. Parce qu'on peut avoir des catastrophes climatiques, économiques, parce qu'on en a aussi, et ça permet de mieux résister. Nous, on part un peu aussi là-dessus, dans le modèle d'exploitation, finalement, moins uniforme que ce qu'on aurait pu imaginer il y a une dizaine d'années, même si les grandes productions lait, viande et porc sont quand même très dominantes dans nos modèles. Mais enfin, la diversification, soit à travers la segmentation, ce qui est notre métier aujourd'hui, c'est de créer de la segmentation, créer de la différenciation pour apporter de la valeur, apporter de la confiance, c'est redonner la confiance finalement. Patrick disait très bien, l'image, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais l'image, la proximité, c'est l'agriculteur. Paradoxalement, le consommateur, le citoyen, il a encore confiance dans l'agriculteur, mais il n'a jamais autant douté de ce qu'il avait dans son assiette. Donc c'est ça qu'il faut réassocier, c'est que nous sommes des agriculteurs et ce que nous produisons dans son assiette, c'est quelque chose dans lequel on s'engage avec lui. Et là, on est en train de créer une démarche de traçabilité pratiquement intégrale où on pourra donner les moyens au consommateur à partir de son packaging de pouvoir regarder tout ce qui s'est passé dans la vie du produit qu'il a dans son assiette. Donc ça, c'est très fort. Et nos coopératives sont finalement le modèle unique, en tout cas bien adapté, pour finalement rentrer dans ces démarches-là. On a été, dans notre histoire, des structurations de l'offre, des organisations de l'ordre, de développement de la production. Sans doute, on ne s'est pas suffisamment intéressé à la valeur à créer parce qu'on avait, on va dire, d'autres objectifs à l'époque. Et puis, finalement, Bruxelles et les organisations de marché faisaient le reste pour nous. Mais aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur cette création de valeur et qu'on mette nos outils à la disposition de cette création de valeur. Nous sommes dans la continuité, finalement, la coopérative est la continuité de la production, de l'exploitation, et notre interlocuteur, c'est le client dans toute sa dimension et sur tous les marchés.
juste pour revenir un mot, je pense qu'on s'est quand même un peu dangereusement, dans les États généraux, affranchi des questions de compétitivité et d'internationalisation. Parce qu'il faut quand même traiter les équilibres matières. Hein, et puis, à un moment donné, on sera quand même confronté à certaines réalités en matière de compétitivité. Il ne faut pas qu'on s'isole. Il faut qu'on crée de la valeur. Il faut qu'on ramène cette valeur dans les exploitations. Mais il y a quand même néanmoins un défi de compétitivité qu'il faudra aussi savoir relever. Et finalement, l'intelligence du futur, c'est l'équilibre entre tout ça. Olivier Mavel, pour conclure, avant de passer le micro à la salle pour des questions, comment vous réagissez à tous ces exemples de création de valeur là, qu'on a pu voir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans l'Ouest? Je pense que ça montre qu'en termes de création de valeur, il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions. Les solutions sont plurielles, multifactorielles, et chacun, à l'aune de ses avantages comparatifs, avance. Ce qui est certain, et le président parlait tout à l'heure d'Emmanuel Faber. Emmanuel Faber constate que finalement, les petites marques, ce qu'il appelle les marques régionales, lui prennent 2% de part de marché chaque année depuis 10 ans. Et donc, ces petites marques, aujourd'hui, sont en train de créer la différence. Parce que pour le consommateur, aujourd'hui, sa consommation est d'abord une réalité alimentaire territoriale. Et donc, les coopératives sont extrêmement bien placées pour répondre à cela, parce qu'elles ont un lien direct avec le territoire à travers leurs adhérents. Et donc, effectivement, les exemples qu'on entend là sont des exemples derrière à multiplier. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le système et les modèles agricoles et agroalimentaires des 50 dernières années arrivent à une limite environnementale, sociétale et économique, dans lequel les agriculteurs n'ont plus de rémunération. Et donc, il y a un monde qui vient. Et dans ce monde qui vient, on s'aperçoit que les coopératives ont fait comme les entreprises. Elles ont couvert des besoins primaires, le besoin physiologique et le besoin de sécurité sanitaire. Mais aujourd'hui, le consommateur se tourne vers d'autres besoins. Des besoins d'appartenance, des besoins d'estime, des besoins d'être. Et donc, on quitte finalement le marketing transactionnel qui est lié aujourd'hui à la couverture de ces besoins primaires pour devoir amener à couvrir les envies du consommateur. Et construire des gammes pour couvrir des besoins n'est pas la même chose que construire des gammes pour couvrir des envies. Et aujourd'hui, le problème de la déconsommation des viandes bovines et autres, il est là. C'est-à-dire qu'il faut donner envie d'avoir envie à travers sa gamme et non plus couvrir des besoins. Donner envie d'avoir envie, ça sera notre mot de la fin. Merci beaucoup. Des questions dans la salle à nos interlocuteurs? Je sais qu'il est un peu tard, on a pris du retard, vous êtes tous mourir de faim pour les états généraux de l'alimentation. Oui, bonjour, Michel Joux, président de la FRSEA. Et j'aurais voulu quelques remarques et une petite question pour finir mon intervention. Il est vrai que je souscris tout de même à l'interprétation, du moins à l'intervention d'Olivier Mavel sur une grande partie. On a sans aucun doute une loi qui va arriver où il y a des éléments qui sont concrets dedans. Et je pense qu'il n'y a pas tout. Et il est vrai que l'Observatoire des prix et des marges, nous trouvons qu'il n'est pas assez représenté dedans parce qu'à un moment donné, il faut bien savoir ce qu'il en est des uns et des autres pour qu'on puisse sans aucun doute avancer. L'interprofession, c'est pareil. Est-ce qu'on met quelque chose, alors je ne sais pas s'il faut que ça s'appelle l'interprofession ou autre chose d'ailleurs, où on ait un lieu où on puisse avoir des relations partenariales entre les agriculteurs, les industriels, les transformateurs, mais aussi la grande distribution et pourquoi pas les consommateurs, même si dans les associations de consommateurs, des fois, on a tout et n'importe quoi, on est d'accord, mais on pourrait peut-être en trouver des bons. Et sans aucun doute, ma question, c'est comment on pourrait peut-être pas obliger le monde agricole, mais inciter très fortement le monde agricole à s'organiser pour peser sur les marchés. C'est un petit peu ce que vous avez dit à la fin. La coopération est un élément moteur, doit être un élément moteur dans tout cela, mais c'est quand même pas évident à mettre concrètement en chose. Alors comment on peut arriver avec la coopération de mettre en place un système pour peser face à ces 4 centrales d'achat pour qu'à un moment donné, la loi qu'on va mettre, ça sera un encadrement sans aucun doute nécessaire, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'on pèse sur les marchés. Et comment on fait pour le faire? Olivier Mavel. Sur le marché domestique, effectivement, la loi peut servir
d'enzymes de façon à amener à se regrouper. Et donc se pose la question aujourd'hui d'un guichet unique, parce que face aux 4 supercentrales d'achat, la seule réponse est le monopsone. Le groupe LDC l'a bien démontré. Fut un temps, sur le territoire de la Sarthe, il y avait Tilly, il y avait Doux, et il y avait LDC Lambert. Et effectivement, le père de Thierry et Denis Lambert, les patrons de LDC, a demandé à l'OP Loué de virer tout et Tilly pour inverser la structure de marché et construire un monopsone. Et aujourd'hui, on peut dire que cette filière a moins mal traversé la crise depuis 2008, incontestablement, que les autres. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont construit ce monopsone, c'est un vendeur et 4 acheteurs. Et donc, ils conservent aujourd'hui de la valeur ajoutée à travers ça. Donc, on connaît la solution sur le marché domestique, c'est aller vers la construction aussi de champions, de personnes d'entreprises qui sont capables de pouvoir discuter avec eux. Ensuite, à l'export. À l'export, le problème des coopératives à l'export, c'est qu'elles ne savent pas chasser en meute. Il faut savoir chasser en meute. Ça coûte très cher d'aller à l'export. Il y a 2 niveaux que les ETI non coopératifs font très bien à l'export. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est que vos commerciaux font l'essuie-glace entre les marchés internationaux et vous. C'est-à-dire qu'ils vont dans les salons, et on paie très cher des salons à Dubaï, à Hong Kong, partout, à San Francisco, où vous êtes présents. Et chacun y va de son petit mètre carré, chacun y va de sa façon d'être. C'est peut-être aux régions, essayer aussi d'organiser cela de façon à aider les COP à pouvoir se propulser dans les salons. Ce premier niveau, gagner des parts de marché à l'export. Et il y a le deuxième niveau, quand on franchit un certain cap, c'est de pouvoir quitter cette logique franco-française du recrutement et de fixer des commerciaux étrangers qui sont finalement bilingues, trilingues, quadrilingues dans la plaque géographique considérée. C'est là que certaines ETI s'envolent. Et c'est là, effectivement, que la France a beaucoup de soucis, a beaucoup de problèmes. Et donc, le fait de chasser en meute, c'était capable de se dire, je partage un bureau avec des compétences. Et je n'ai pas peur de l'autre, je n'ai pas peur, parce qu'on est coopérative, on est ensemble, on va pouvoir ensemble se dire, est-ce que ces 2 personnes, dans le bureau, on peut ensemble prendre leur salaire en charge, les loyers en charge, en demandant peut-être des aides à la région ou pas. Mais c'est ça, on va dire, un vrai plan de développement à l'export. Parce qu'on sait bien, à l'export, la région n'existe pas. Hein. Quand vous êtes, je dirais, c'est la Tour Eiffel. Ouais, Dominique a raison, c'est la Tour Eiffel et le respect du cahier des charges. C'est ça qui est important. Et donc, nanti des savoir-faire hein, aujourd'hui de la région, les coopératives Auvergne-Rhône-Alpes ont tout intérêt à se propulser aujourd'hui, mais en se disant, et on fait front commun parce que, effectivement, le président parlait d'efficience économique. On est en ressources restreintes, alors partageons ces ressources, créons un plan de développement avec le Conseil régional pour avancer sur ces salons parce que la croissance, elle est là sur ces salons. Dominique Chargé. Moi, je veux juste ajouter un mot, je partage ce qu'a dit Olivier, mais en fait, quand vous dites la coopération, qu'est-ce que la coopération et le monde de la production peuvent faire ensemble ? D'abord, la coopération, c'est aussi le monde de la production, mais là, les exemples qu'on a donnés, c'est que des exemples dans lesquels on est parti du marché et où on est en fait un ajustement de l'offre à ce que le marché attend. Et on est trop encore dans une culture du monde, enfin, en partant de la production, et où on est en flux poussé, quoi. Dans certaines productions, on est encore trop en flux poussé. Dans nos grandes productions majeures, on est encore trop en flux poussé. S'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble, c'est celle où dans la responsabilisation collective des acteurs qu'on est, c'est de travailler sur des cahiers des charges même très simples, mais en tout cas dans un ajustement de l'offre de production et dans la maîtrise de nos flux finalement. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines productions, c'est la distribution qui arbitre les flux. Et on souffre sur l'ensemble de notre production des arbitrages qui sont faits pour les quelques volumes excédentaires dont on ne sait parfois pas trop quoi foutre. Et ce que dit Olivier, à travers l'export, ça peut être une solution, puis on a aussi besoin des équilibres matières parce qu'on peut souffrir quelquefois de dérèglements par une mauvaise maîtrise de nos équilibres matières, je pense notamment dans la viande bovine. Mais en tout cas, moi, ce à quoi je crois, c'est pour ça que j'ai poussé, avec Patrick, on a eu des grands débats pendant l'atelier 7, j'ai poussé les organisations de producteurs commerciales. Parce que cet engagement, quand tu vas plus loin comme acteur économique, tu te responsabilises et tu crées quelque part les conditions pour rentrer dans cette gestion des flux et donc dans cette logique de flux tiré plus que de flux poussé, quoi. Voilà. Je ne l'ai pas fait pour embêter les gens, je l'ai fait parce que j'y crois et parce que nous, la coopération, on est organisé comme ça et je pense que ça marche. Voilà. D'autres questions ?
Philippe Dumas, je suis président d'une coopérative dans le secteur de la viande. Alors, quand on est plutôt du secteur que je connais, on parle beaucoup de partage de la valeur. Enfin, moi, j'ai pour habitude de dire, je sais partager la valeur qu'on crée dans le groupe, la valeur que créent Carrefour, Casino, Auchan, tous les clients. On essaye tous les jours de la partager. Vous avez fait le constat, c'est sans appel, c'est qu'ils la prennent et après ils se la partagent avec leurs actionnaires, avec qui ils veulent, mais pas, en tout cas pas avec la production. Mais ça, là où ça m'interroge, c'est sur le modèle, et encore une fois je parle de la viande, quand on regarde le modèle économique de la filière viande française, on a les deux grands distributeurs que vous avez mis en avant, qui ont leurs propres outils, dont un qui communique très fort comme producteur et commerçant. Est-ce que c'est ça le modèle ? On a dans la viande un deuxième opérateur qui est le leader national. Et des fois, en tant que président de coopérative dans la viande, je me dis, mais alors, c'est quoi notre place ? Il faut qu'on amène nos producteurs chez les producteurs et commerçants ou chez Leclerc, ou on les emmène chez Bigard, ou est-ce qu'il y a une véritable alternative ? Et souvent, c'est là où dans le débat qu'on a avec le syndicalisme, les producteurs, je dis mais c'est quoi le modèle et quel modèle on veut ? Et j'ai toujours pas de réponse. N'empêche que tant qu'on n'a pas fait ce choix de modèle, il se passe quoi ? On va se battre chez ces clients-là. Et puis quand on peut prendre un petit bout de part de marché, enfin en tout cas nous dans le groupe, si on a besoin de développer parce qu'on écrase des coûts, si pour prendre ce marché-là, c'est au dépend un peu du prix, mais parce qu'on sait qu'on écrase nos coûts de production, on y va. Et puis résultat, c'est vrai qu'on a du mal à retourner de la valeur à nos producteurs. Mais là aussi, la production... les états généraux, je ne vois pas quel est le modèle et qu'est-ce que veulent les producteurs sur un modèle économique de filière, en tout cas dans la viande, parce que dans la volaille, si je prends l'exemple de la volaille, j'ai compris ce qu'il fallait faire, j'appelle monsieur B, je dis voilà, le groupe Sicarev, combien vous en donnez, on essaye de tirer le meilleur prix et c'est ce modèle-là, quoi. Je préférais discuter le prix que de lui offrir. Mais là encore, vous posez fort opportunément la question de la structure de marché, à savoir qu'aujourd'hui, pourquoi la France a-t-elle autorisé le distributeur à s'intégrer verticalement au plus près de la formation du prix agricole en achetant des outils industriels ? Parce qu'aujourd'hui, l'abattoir le plus puissant d'Europe, le plus moderne, c'est bien l'abattoir Kerméné de Leclerc. Il n'y a pas d'équivalent. Même chez Tönnies, aujourd'hui, quand ils parlent de Kerméné, les Allemands disent « Nous n'avons pas les moyens des 16 centrales d'achat Leclerc qui, effectivement, poussent là l'avantage prix très loin. » Mais vous posez aussi, à travers votre question, la question de la distorsion de concurrence. Parce que les Anglais ont interdit à ce que les distributeurs s'intègrent verticalement au plus près de la formation du prix au travers des outils. Chacun son métier. Nous avons laissé faire. Et regardez la situation de la filière porcine depuis qu'effectivement Intermarché, bébé, est venu prendre un bouton au marché au cadran à Plérin. Avant, il y avait des bonnes années. Maintenant, il n'y a plus de bonnes années. Il y avait des bons mois. On peut se demander s'il y a des bons mois encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les deux distributeurs, et la filière bovine, c'est pareil, vont utiliser tout simplement les avantages concurrentiels prix qui dégagent de leur intégration verticale pour faire la guerre aux autres distributeurs sur ces éléments-là. Alors, à ce moment-là, Guy Emerio, qui est l'acheteur U chez Système U Viande, je racontais hier soir, Guy me dit, mais des fois, les associés U m'appellent en m'insultant et en me disant que je ne suis pas capable de taper sur Cooper, que je ne suis pas